L'histoire des géants des mers commence il y a 55 millions d'années, peu après la disparition des dinosaures. Un réchauffement climatique global bouleverse alors notre planète. Le niveau des océans monte. Certains mammifères terrestres se rapprochent de l'eau. Parmi eux, l'ancêtre des cétacés, des baleines, dauphins, orques et autres cachalots marchent encore à quatre pattes et chassent sur le rivage. Peu à peu, il s'aventure dans les eaux peu profondes, va y nager et y poursuivre ses proies. 10 millions d'années plus tard, ses descendants ont définitivement quitté la terre ferme pour le grand océan. Leur nage est formidablement efficace et, grâce à l'eau qui les porte, ils sont devenus titanesques. Ainsi est né le peuple des géants. Pour aller à la rencontre de ces géants des mers, nous allons suivre François Sarano. Océanographe, ancien compagnon du commandant Cousteau et infatigable explorateur et défenseur du monde marin, François va plonger avec les plus grands animaux de la planète pour tenter de percer un peu du mystère de leur formidable réussite. Quand les ancêtres des cétacés sont retournés à la mer il y a 55 millions d'années, il n'avait aucune chance. Ils arrivaient dans un milieu hostile. Il fallait y respirer. Il fallait se cacher dans un milieu où il n'y a nulle part où se cacher. Dans le Grand Bleu, il n'y a nulle part où se cacher. Il fallait mettre bas dans un milieu où son petit avait tout de suite à respirer. Eh bien, malgré ces handicaps, ils ont réussi. Bref, ces animaux-là, qui n'avaient aucune chance au départ, ont conquis la planète. L'île Maurice, minuscule et isolée, au cœur de l'océan Indien, à plusieurs milliers de kilomètres des grandes terres. Au large de ses côtes, chasse le plus grand carnivore de la planète, le cachalot. Les mâles peuvent mesurer jusqu'à 20 mètres et peser près de 50 tonnes, et parfois plus encore, comme le légendaire Moby Dick. François Sarano veut plonger avec ces géants pour les observer au plus près. Grâce à son ami René Euzé, caméraman sous-marin, qui les connaît particulièrement bien, il a déjà eu la chance de les approcher. François veut dissiper les idées reçues nées dans les esprits des chasseurs qui les affrontaient et montrer que les géants, mammifères comme nous, sont nos cousins des océans. Pour les rejoindre, il faut d'abord franchir la barrière de corail qui protège l'île, s'éloigner de la côte et se diriger vers le large, au-dessus des grands fonds. La haute mer, les abysses, c'est le royaume des cachalots. Ce que j'attends de ce séjour à Maurice, d'abord, j'ai hâte de retrouver les cachalots qu'on a vus ensemble avec René en 2013. Et puis j'espère qu'il y aura un de ces moments magiques où tout d'un coup, il y en a un qui viendra me chercher pour danser, quoi. Ça, c'est aussi ça. Il n'y a pas que le côté scientifique, il n'y a pas que le côté découverte. Il y a le côté joie de vivre les émotions dans ce monde sauvage. Mais comment retrouver les cachalots dans cette immensité? Navin, le pilote de notre bateau, est un expert qui sait les repérer sans les voir. Il reconnaît mieux que quiconque les claquements secs et très puissants que les cachalots émettent quand ils chassent dans les profondeurs. Il se sert d'un hydrophone, un micro sous-marin, pour capter les sons émis par les grands cétacés qui cherchent leur proie. À l'affût du moindre bruit, il fouille l'océan en orientant son micro dans toutes les directions. La surface lisse de l'océan est un miroir qui masque la présence des cachalots. Mais la masse liquide les trahit, car le son voyage beaucoup plus vite et plus loin dans l'eau que dans l'air. Navin va entendre les cétacés bien avant de les voir.
Pas gagné, hein, il a du mal. Mais c'est toujours le premier clic hein, qui est difficile à discerner parce que au milieu du clapot du bateau, quand on te dit il est là, tu saisis le clic et après tu les entends. Tu y arrives, tandis que là, le premier est très difficile. Navin les a enfin repérés et pointe la direction d'où proviennent les sons. On entend bien? On entend bien là, ouais. Ah bah oui. Ah, c'est le concert là. Ouais. Tac, 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 tac. Ah, c'est super. Hein. Ils sont loin Je dirais au moins 8 km d'ici. 8 km environ, plus d'une demi-heure de bateau. Les cachalots sont quelque part, par là, vers le sud, mais peut-être à plusieurs kilomètres de profondeur. Ils vivent dans un univers à 3 dimensions, un volume colossal, démesuré, inaccessible, que nous avons du mal à imaginer. Heureusement, tôt ou tard, les cachalots vont revenir dans notre monde, car ce sont des mammifères comme nous, et ils doivent impérativement respirer à l'air libre, en surface. C'est là, à la frontière des deux mondes, l'air et l'eau, que nous allons pouvoir les rencontrer. René Euzet et Aldo Ferrucci, son assistant, préparent le matériel qui va pour un instant nous ouvrir le monde des cétacés. François scrute l'horizon et guette le premier souffle qui indique le retour des géants en surface. Souffle, souffle, juste sous le nuage. Il y en a un deuxième là, il y en a un deuxième là. Navin, là, devant. Juste à 5 degrés sur tribord. Ouais. Tu les vois là? Juste devant. Ok, il y en a deux, hein. Et ça souffle là. Oh, il y en a un autre là. Je vais accéder de partout. Attends. Là, regarde le dos, le dos, 2, 3. Attends, je vais aller. Voilà, ça souffle. C'est bon, attends, je vais plonger. Ok. Bon là. C'est le moment tant attendu. Les membres de l'équipe sont tendus, non pas par la crainte de faire face aux géants, mais par la concentration qui précède une rencontre rare, unique. Là, c'est bon. Ils sont 3, il y a un troisième qui vient de remonter là. 4. Il y a un quatrième qui vient de refaire surface. Tel un astronaute dans un nouvel espace, François s'avance vers ces créatures d'un autre monde. Premier contact. Mais pour les cachalots, ce n'est pas encore le moment de la rencontre. Ils reprennent leur route, calmement. Et en un mouvement de nageoire, ils laissent le plongeur à ses rêves,
et à ses interrogations. Seule une grande femelle est restée en arrière. Elle se fait nettoyer les dents par des poissons rémora, ces dents qu'elle a héritées de ses ancêtres, carnivores terrestres. Mais elle aussi finit par partir pour rejoindre son groupe, déjà loin, à l'abri des regards. Ah, ils ne nous ont pas attendus. Ils ne nous ont pas attendus. Ils nous évitent. Alors ils fuient pas, ils sondent pas, c'est le bon signe. Mais je pense qu'il faut attendre qu'ils nous acceptent et puis c'est tout, hein, on verra bien. Hein. Mais enfin, ils nous font bien courir ce matin. Hein? Ils me font bien courir ce matin. Ça reste un milieu hostile, difficile, dans lequel on se déplace très lentement, très lentement. Et eux, ils y sont à l'aise. Nous, on est quasiment des points fixes, donc un mouvement de nageoire et tout d'un coup, ils sont à 10 mètres. Ça montre que ce qui est rare a de la valeur et nous attendons la rareté, c'est-à-dire ce moment précieux où ils vont nous accorder une audience. Et enfin, ils vont nous accueillir. Elle avait la gueule ouverte, tu avais les rémoras, 2 rémoras qui venaient. Enfin, elle se faisait vraiment nettoyer là. C'est pas souvent qu'on la voit comme ça. Plonger avec les cachalots n'est pas seulement un privilège qui se mérite, c'est aussi la seule façon de les comprendre. Longtemps, les cachalots, poursuivis par les baleiniers, fuyaient les bateaux et les hommes. Ils ne donnaient à voir que d'infimes moments de leur vie. Un souffle, une queue qui se lève, une autre qui frappe l'eau. Mais rien qui puisse dévoiler leur mystérieuse vie océanique. Durant des années, les scientifiques ont dû se contenter d'observer les cétacés depuis leur bateau et interprétaient ces maigres indices pour imaginer ce que les animaux marins faisaient sous le miroir de la surface. Mais pour espérer les comprendre, nous devons plonger avec eux. C'est bon? Oublier nos repères de terriens, nous perdre dans leur monde. Avant tout, il faut savoir attendre le bon moment, celui où les cachalots accepteront notre présence. Ou mieux encore, quand leur propre curiosité les pousse à venir vers nous. Un jeune cachalot remonte calmement sous notre bateau. Situation inimaginable il y a encore quelques années, car les cétacés avaient peur des navires, de leurs coques d'acier et de leurs harpons de feu. François saisit cette occasion inattendue que le cachalot semble lui offrir. Il plonge avec un hydrophone directionnel portable, conçu pour enregistrer séparément les sons émis par chaque individu.
surprise. Le cachalot est aussi curieux de découvrir François que l'inverse. Chacun explore l'autre avec ses propres moyens. Le cachalot n'a pas d'hydrophone comme François, mais il possède un sens extraordinaire, l'écholocation. Il émet des pulsations sonores extrêmement puissantes, puis analyse l'écho que renvoie l'objet visé, en l'occurrence François, pour s'en former une image sonore aussi précise qu'une échographie. L'écholocation du cachalot est le son le plus puissant produit par un animal. C'est un sens terriblement efficace. Quand le cachalot scanne le bateau, il ne perçoit pas seulement la forme de la coque. L'écholocation lui donne une idée de son épaisseur. Il doit percevoir qu'elle n'est pas pleine. Un peu à la manière d'une échographie qui reconstruit l'image du fœtus à l'intérieur du ventre de la mère. Et c'est aussi grâce à cette écholocation que les cachalots sont devenus des chasseurs exceptionnels et qu'ils peuvent voir et trouver leur proie dans les grandes profondeurs, là où la nuit est permanente. Pour cela, ils réalisent une série d'exploits physiologiques extrêmes. Ils vont plonger pendant plus d'1 heure à 2000 mètres de profondeur. Là, ils vont devoir résister à des pressions 200 fois supérieures à celles de la surface. Un plongeur humain imploserait littéralement s'il devait les suivre. Les adultes passent un bon quart d'heure à prendre de profondes inspirations pour stocker le plus d'oxygène possible dans leur sang et leurs muscles. Puis, ils sont à la verticale pour aller plonger vers les grands fonds. Aucun homme n'a jamais vu et ne pourra sans doute jamais voir ce qui se passe dans les abysses. Là où plus aucune lumière ne parvient, le noir absolu, l'obscurité totale où disparaissent les cachalots. François doit se contenter des échos lointains de la chasse. Mais c'est grâce à ces sons captés à distance qu'il peut imaginer ce qui se passe 2000 mètres plus bas. Il entend les clics d'écholocation. Le cachalot scanne le fond de l'océan. Les clics s'accélèrent. Le cachalot a repéré une proie dans le faisceau de son écholocation. Les clics s'accélèrent encore. Et soudain, le silence. Le cachalot a attrapé sa proie. Les clics reprennent. Il repart en chasse.
Les jeunes cachalots sont restés en surface. Ils ne savent pas encore plonger dans les grandes profondeurs. Mais ils sont restés en contact avec leurs aînés grâce au son qui voyage sur plusieurs kilomètres. Ils doivent attendre le retour de grandes femelles pour être allaités ou pour profiter d'une proie régurgitée. On reconnaît les jeunes assez facilement aux rémoras fixés sur leur corps, parfois par dizaines. Ces poissons se nourrissent de leurs déchets ou de leurs parasites. Les adultes qui les rejoignent en sont étonnamment dépourvus. Peut-être que les rémoras ne peuvent pas supporter le changement très rapide de pression entre la surface et les abysses que leur imposeraient les grands cachalots. François profite de la présence des adultes pour récolter de précieux indices dans les excréments, les fesses qu'ils lâchent derrière eux. Tiens, il y a un trésor. Qu'est-ce que tu as trouvé? Regarde ça. Attends. Regarde. Il y a un cachalot qui s'est complètement lâché. C'est vraiment. On était dedans et là, regarde ça. Tous les becs de calmar. Tous les becs de calmar. Je suis allé les ramasser. Picoré, tu veux dire un à un. Et écoute, c'est du tonnerre. Magnifique. Regarde ça. Ça, c'est de la corne. Ça, c'est indestructible, imputrescible. C'est pour ça que ça reste dans les fesses des cachalots. Et donc, ça montre, tu vois, tous les calmars. Tous les calmars qu'il va pêcher à grande profondeur. Là. Et il va les chercher jusqu'à 1500 mètres de profondeur pendant la journée, alors que la nuit, c'est plus simple pour lui. Parce que la nuit, ces calmars, ils remontent vers des zones un peu moins profondes, 600 mètres. Et c'est donc, je pense qu'ils chassent beaucoup la nuit parce que c'est plus facile pour les trouver. Alors puis il y en avait, tu avais le nuage, tu vas commencer le nuage, et alors hop, À la collecte. hop, à la collecte. C'est drôle parce que ça flotte, puis tu sais, ça descend doucement, alors t'es là, hop, c'était super, voilà. Qui aurait pu imaginer que les ancêtres terrestres des cachalots qui couraient à quatre pattes au bord des lagunes deviendraient un jour les conquérants des abysses? Mais les cétacés n'ont pas seulement réussi à surmonter l'obstacle de la profondeur et de la pression sous-marine. Animaux à sang chaud, dans un monde où règnent les poissons à sang froid, les cétacés, puissants, endurants, rapides, peuvent entreprendre des voyages de plusieurs milliers de kilomètres. Ils vont toujours plus loin et repoussent les frontières de leur territoire. Ils remontent même les fleuves jusqu'au cœur de l'Amazonie. Et atteignent les confins glacés du monde. La baleine boréale, énorme, 20 mètres de long et une centaine de tonnes, passe toute son existence dans les eaux arctiques et subarctiques. Ses apnées sont phénoménales. D'un coup de tête, elle peut briser une banquise d'environ 1 mètre d'épaisseur pour remonter respirer à l'air libre. Elle peut ainsi profiter des eaux si riches en nourriture du cercle polaire. On dit même qu'elle peut vivre plus de 100 ans.
Malgré cela, les superlatifs ne sont pas l'attribut de la reine des glaces. Ils sont réservés à la baleine bleue, le plus grand animal de tous les temps. 33 mètres, 170 tonnes. Sa nageoire caudale, à elle seule, mesure 7 mètres d'envergure. Sa puissance et sa vitesse la mettaient à l'abri de tous les prédateurs. Elle a pourtant bien failli disparaître. Les navires-usines, les canons lance-harpons, la férocité des chasseurs n'ont laissé aucune chance aux 300 000 baleines bleues qui peuplaient l'océan il y a encore un siècle. Il en reste à peine 10 000 aujourd'hui. Certaines espèces, comme la baleine grise de l'Atlantique, ont été entièrement décimées et ont disparu pour toujours. Mais la plupart ont malgré tout survécu à l'ère des grandes chasses et depuis l'arrêt des massacres en 1980, repeuplent peu à peu les océans. Si les cétacés sont parvenus jusqu'à nous, s'ils ont réussi à conquérir ce milieu auquel, au départ, ils n'étaient pas adaptés, ils le doivent à leur qualité de mammifères, leur intelligence, évidemment. Mais plus important encore, la coopération, la solidarité et surtout l'attachement, l'affection et le soin aux jeunes. Car les cétacés ne donnent naissance qu'à quelques petits au cours de leur vie. Ils sont donc précieux. Ils doivent être choyés, protégés dans cet univers immense où il n'y a nulle part où se cacher. Les mammifères ont apporté dans les océans quelque chose qui n'y existait pas avant leur arrivée. La tendresse. Ainsi, pour offrir à son baleineau les conditions les plus favorables, la baleine à bosse a parcouru des milliers de kilomètres entre les eaux polaires où elle s'est nourrie et les eaux des tropiques. Elle va jeûner pendant des mois et s'occuper de son petit avec d'infinies attentions. Elle accompagne délicatement la nage balbutiante et maladroite de son baleineau. Elle le soutient doucement à la surface pour l'aider à respirer. Elle, qui n'a rien mangé depuis des mois, doit l'allaiter comme le font tous les mammifères, terrestres ou marins, comme le font toutes les mers, pour le nourrir, le fortifier, et pour qu'il puisse à son tour accomplir de grands voyages. Elle lui apprend à se maintenir sous l'eau, le garde sous son ventre le temps qu'il parvienne à maîtriser sa flottabilité, pour vivre dans ce monde en 3 dimensions. Rien de tout cela n'existe chez les autres, les poissons, qui pondent leurs œufs par milliers et les abandonnent à la merci des courants. À peine éclos, les alevins doivent s'occuper de leur propre survie. Chez les mammifères, au contraire, toute cette attention donne aux jeunes le temps de s'ouvrir au monde et d'explorer tout autour de lui.
Pour prendre conscience de toute cette richesse que nous offrent ceux qui vivent sous la surface opaque de l'océan, il faut aller dans leur monde. Alors, à l'île Maurice, François, accompagné de René, plonge encore et encore. Attention, préparez-vous. Ça va être sur votre droite. Ok, go, allez-y. Quand on veut voir dormir un cachalot, il faut être sous l'eau pour le voir. Qui peut imaginer qu'un cachalot dort comme ça à la verticale s'il n'est pas allé sous l'eau? Lorsqu'on voit 1, 2 cachalots à la surface, qui peut imaginer qu'il y en a 20 qui dorment dans le dortoir des cachalots? C'est ça qui est extraordinaire. On est à l'aube parce que c'est maintenant qu'on commence à les étudier chez eux. Et qu'on les étudie chez eux parce qu'ils nous y accueillent. Les géants des mers ne dorment que d'un œil. Leur respiration est un acte volontaire, au contraire de la nôtre, qui se fait par réflexe, sans que l'on ait à y penser. Ils ont dû faire face au dilemme de rester éveillés pour respirer, ou de mourir en dormant. Ils ont encore trouvé la solution. Une moitié de leur cerveau sommeille pendant que l'autre se tient en éveil. Ils ne dorment toujours qu'à moitié. Autour des adultes qui sommeillent, les jeunes se regroupent et jouent. Une image étrangement familière, propre à nous autres mammifères, exactement comme le font les jeunes singes dans les forêts tropicales ou les lionceaux dans la savane. Il n'y a plus aucun doute. Les cétacés sont les représentants de notre ordre, de notre famille, dans le monde immense, démesuré des océans. Lorsqu'on rentre dans leur monde, alors on découvre une souplesse formidable. Ce sont des elfes sous l'eau. Et puis tout d'un coup, ils se rassemblent, ces mastodontes. Ils se rassemblent, ils se mettent les uns contre les autres, et puis tout d'un coup, ils s'enlacent littéralement. Ils roulent les uns contre les autres, ils roulent les uns sur les autres, en un câlin incroyable. Il n'y a qu'eux qui font ça. On se demande vraiment ce qu'ils arrivent à exprimer qu'on ne peut pas exprimer par d'autres choses que par ces caresses formidables. Quand se terminent ces longs moments de caresse, de socialisation, sans que l'on sache pourquoi, sans que l'on sache qui en a donné le signal, les cachalots laissent encore derrière eux les lambeaux de peau qui se sont détachés dans ces frôlements titanesques.
Et bientôt, il ne reste plus qu'un voile de peau délicat. Fragile souvenir de ces moments de grâce partagés avec eux. C'est fou d'être en communion avec la vie sauvage si souvent décriée. Enfin, je veux dire, quand on voit ça, quand on vit ça, il faut que tout le monde vive ça. Il faut que tout le monde vive ça. Quand tu as vécu ça une fois dans ta vie, ouais, tu es en accord avec le monde. Tu n'as envie que d'une chose, c'est que... c'est qu'on fasse de la place à nos colocataires. Qu'on fasse de la place à cette vie sauvage qui est sans détour. Direct. Merveilleux. Merveilleux. De retour sur la terre ferme, François retrouve Mathieu qui récupère les images tournées dans la journée pour les visionner et les décrypter. C'est une étape très importante car dans l'émotion du moment, on ne peut pas tout étudier. Et c'est aussi le seul moyen d'identifier précisément chacun des cachalots. Ouais, là c'est intéressant. Au moment où ils socialisent, c'est incroyable. Et là, vraiment, ils se mettent en paquet les uns contre les autres. Ouais. Ah, tu vois, c'est extraordinaire de revoir ces images. Quand tu es au milieu, là, tu dis « Ah, bonjour Arthur, arrête, top, regarde. » Tu vois ici, typiquement, la caudale d'Arthur a été mangée. Il n'y a plus de pointe. Il a peut-être été mangé par un orque ou par un globicéphale. Il y a beaucoup de globicéphales ici. Et si tu veux, chacun, en gros, a sa carte d'identité que l'on peut lire à travers les cicatrices qui sont laissées sur les caudales, sur les nageoires pectorales, soit par donc des gros prédateurs, hein, soit par des petits requins, ce qu'on appelle les squalolés, donc qui laissent ces traces-là. Et comme ça, tu peux les reconnaître tous. Ouais, regarde, avance encore un peu. Et puis voilà, typique. Germine, tu vois, le petit rond, là, donc ça, c'est cette encoche très, très particulière, là. Si tu sais pas, grâce à tel ou tel détail de la caudale, les reconnaître, t'as un paquet de cachalots. Tu sais qu'il y a des cachalots à l'île Maurice. Bon, tandis qu'ici, c'est plus des cachalots à l'île Maurice. C'est une famille particulière. C'est comme si tu allais visiter, je sais pas moi, une ville, tu vois des gens partout, c'est des gens. Et tout d'un coup, tu rentres dans une famille. Ah, c'est plus des gens, c'est des individus, des personnalités. Il y en a qui ont des personnalités incroyables. Germine, je sens que c'est la matriarche, je ne laisse pas marcher sur les pieds, c'est elle qui dirige le groupe. Elle est curieuse aussi, elle vient te voir. C'est sensationnel. Hein. Pour François, ces évolutions élégantes ne sont plus uniquement un comportement à déchiffrer. Et ces cachalots ne sont plus des cétacés anonymes. François reconnaît Arthur, le jeune mâle de 2 ans à la nageoire sectionnée. À ses côtés, c'est Maurice, son aîné de 1 an. Il joue sous la surveillance à demi discrète et à demi endormie de Lucie, l'une des femelles adultes du clan. François en a déjà identifié une 50aine. Il y a le jeune Elliot. Il y a aussi Germine, Agathe, Eugénie, Tache Blanche ou encore Irène. S'il leur attribue des noms, ce n'est pas par anthropomorphisme. C'est au contraire une manière de reconnaître à chacun le statut d'individu à part entière.
Comment, depuis le pont de leur navire, les chasseurs de baleines auraient-ils pu imaginer tout cela? Imaginer que nous partagions tant, nous les hommes et les cachalots. Au 19e et au début du 20e siècle, l'île Maurice était un haut lieu de chasse aux cachalots. Moi, je pense que depuis les années 80, là, au moment où le sanctuaire dans l'océan Indien a été créé, la population a enfin trouvé la paix et le repos, et que maintenant elle est en croissance. Quand j'étais sur Calypso, là, il y a 30 ans, on n'aurait jamais imaginé se mettre au milieu d'un paquet de cachalots comme ça. On n'aurait jamais imaginé une relation que tu as, comme celle que tu as avec Irène. Hein. Ben, quand j'ai commencé à tourner, je fumais un cachalot, 2 cachalots, 10 cachalots, mais je ne savais pas qui était qui. Et ensuite, pour moi, Irène, je l'ai vraiment identifiée l'année dernière, lorsque je suis resté plus de 20 minutes seul avec elle. Elle était à la verticale, elle ne bougeait pas, elle m'a ouvert l'œil, elle a fermé. Là, j'ai commencé à me dire qu'il y a des interactions entre l'animal et l'homme. En tout cas, elle te connaît, hein, c'est sûr. Il y a des gens qui ont des relations avec des chiens, avec des chats. Ben, moi, j'ai cette relation avec un cachalot. Hein. C'est encombrant, hein. Méfie-toi, c'est encombrant le cachalot. Non, mais moi, je la laisse où elle est. Je la laisse. C'est moi qui viens la voir. Voilà. C'est moi qui va dans son territoire. Tu vois, c'est ça qui fait la différence avec l'animal sauvage. C'est que c'est moi qui va la voir, et puis elle a envie de me voir, elle m'accepte. Si elle n'a pas envie, elle s'en va tout simplement. Quand tu penses que les types, ils sont allés tirer dans ces animaux qui sont si doux, mais c'est 50 tonnes de tendresse, un cachalot. C'est fou. Regarde-les d'abord. Ils se frottent les uns les autres, ils se cajolent, c'est fou ça. Et puis tout d'un coup, ils te regardent. Ils te regardent avec empathie presque, tu vois. C'est fort, c'est fort. C'est fort. François veut plonger une dernière fois avec ceux qui, dit-il, lui ont fait découvrir le vrai visage de la vie sauvage. Il y va sans bouteille cette fois, en apnée, comme eux. À l'approche de François, Elliot, le jeune mâle, ne s'enfuit pas. Il retient sa puissance, plein d'attention. Il le frôle sans jamais le toucher. Et il semble même inviter François au jeu et entame avec lui une improbable danse à deux. Et chacun, à tour de rôle, initie le mouvement. Elliot danse pour satisfaire sa propre curiosité, sans attendre ni nourriture, ni protection, sans aucune contrepartie. Il est indompté, sauvage, libre. Libre de s'en aller et de disparaître dans le grand bleu, quand lui le décidera. Cette danse avec ce jeune mâle, c'est une émotion bouleversante parce qu'on est de la même famille, nous et les cachalots. On est des mammifères à sang chaud. Et comme nous, les cachalots, les grands, les géants, les cétacés, ont développé des sens qui nous sont propres. L'attention aux autres, la tendresse,
l'empathie. On voit vraiment que quand il regarde, quand il te regarde, c'est incroyable. C'est un regard de questionnement, c'est un regard d'invite. J'ose espérer qu'il y a une communication qui est passée, parce que moi j'ai ressenti quelque chose, et en tournant sur moi-même, et en le voyant répondre à ces roulements, à cette nage un petit peu acrobatique, j'ose espérer que lui aussi a ressenti quelque chose et que pour un instant, nous, cousins éloignés, on a été un peu frères. Pour comprendre les cétacés, il faut aller à leur rencontre, les écouter, accepter leur offrande, accepter qu'ils viennent vers nous. Cela semble aujourd'hui possible depuis l'arrêt de la chasse et la paix relative qu'ils ont retrouvée. Nous sommes sans doute à l'aube de nouer de nouvelles relations avec nos cousins des océans, de pouvoir enfin espérer comprendre leur monde, leur communication, leur société. Et pouvoir plonger, nous, minuscules humains, dans la planète des géants.